Je pense qu'il a abordé tout ce qui lui passait par la tête. Quel est ton avis sur ce qui va se passer ou ce qui pourrait arriver à la suite de cette réunion? Je ne sais pas. Je pense que la première réunion ne produira pas de résultats très significatifs. Je ne m'attends pas à ce que quelque chose de vraiment, vraiment important soit annoncé. Mais, vous savez, pour revenir à la question vraiment importante, à savoir si je reste optimiste quant à ce qui se passe ou non, je le suis, et je vais expliquer pourquoi. Nous sommes en pleine tempête de manipulation psychologique, et je constate que beaucoup de gens, même des personnes très instruites et très expérimentées, qui suivent les événements de très près, ne savent pas vraiment ce qui se passe. Ils ont du mal à déchiffrer les événements, en particulier les intentions de Donald Trump. Je pense donc qu'il est vraiment important de toujours garder à l'esprit, comme base de toute analyse, la caractérisation très précise du conflit qui se déroule actuellement dans le monde, comme un conflit entre deux systèmes de gouvernance. Et je n'ai pas inventé cela. Cela a été répété par de nombreux responsables, décideurs et dirigeants occidentaux, y compris George Soros et Kurt Volker, anciens ambassadeurs américains auprès de l'OTAN. Ils le présentent comme une opposition entre les démocraties et les autocraties. Je pense que la vérité derrière cela, c'est qu'il s'agit d'un système colonialiste occidental contre tous les autres. Et le système colonialiste occidental est quelque chose qui a une continuité de 500 ans, et son origine se trouve en Europe occidentale. Et encore aujourd'hui, son siège spirituel, stratégique et philosophique se trouve en Europe occidentale, la ville de Londres en particulier. Ainsi, la logique de ce conflit impose à toute personne impliquée de choisir un camp. On ne peut pas être principalement d'un côté, mais un peu de l'autre. Il faut être soit complètement dans le camp colonialiste, soit complètement contre. Et je pense que c'est là où se situe Trump. Il est soit d'un côté de ce conflit, soit de l'autre. Parce que, vous savez, prenons Israël par exemple. Israël est entièrement le produit du colonialisme occidental. C'est un projet colonialiste de peuplement mis en place par l'Empire britannique alors que sa dernière incarnation était en train de mourir. Et ils ont préparé le terrain pour la création d'Israël à partir de la seconde moitié des années 1800, du 19e siècle. Ensuite, il y a eu la déclaration Balfour, l'accord Sykes-Picot, qui a tracé les frontières au Moyen-Orient, la création de nations artificielles. En 1916, il y a eu Sykes-Picot, la déclaration Balfour date de 1917, puis la création d'Israël en 1948. Et donc aujourd'hui, il peut sembler que Trump, que le gouvernement des États-Unis, soit entièrement dévoué à Israël, que ce soit une administration du type « rendre Israël à nouveau grand », qu'Israël soit plus important que les États-Unis. C'est l'impression que cela donne. Je ne fais pas confiance à ces apparences, car cela n'a absolument aucun sens. Israël est en train de mourir. Israël est au bout du rouleau. Rappelez-vous encore Henry Kissinger. En 2012, il a dit « Dans 10 ans, il n'y aura plus d'Israël ». Et il n'y a pas que Henry Kissinger. Les 17 agences de renseignement américaines ont mené une étude majeure sur la question d'Israël. Et, en 2012, elles ont publié un rapport de 82 pages qui aboutissait à une conclusion sans équivoque. Les intérêts d'Israël et ceux des États-Unis sont pratiquement opposés. Cela ne fonctionne pas. La raison pour laquelle ils continuent à donner l'apparence de soutenir Israël, c'est qu'au niveau national, ils ont un bloc électoral très important, très puissant et très fanatique, dévoué à Israël, et on ne peut pas aller contre eux. On ne peut pas les affronter de front et dire « Vous savez quoi, votre précieux Israël, on va tout simplement le jeter aux oubliettes ».
Donc il faut faire semblant de soutenir Israël tout en le laissant sombrer, lui donnant du temps, lui donnant la corde dont il a besoin pour se pendre. Et l'exemple parfait, c'est justement le programme nucléaire iranien. Et Trump, comme tu l'as montré dans cette vidéo, Trump qui insiste pour la énième fois que le mot juste pour ce qui s'est passé, c'est que le programme nucléaire a été anéanti. Pourquoi dit-il cela? La raison pour laquelle il le dit, c'est que le programme nucléaire iranien était exactement le même problème que les armes de destruction massive en Irak en 2003. Cela crée une justification et un prétexte. Mais le programme nucléaire en lui-même n'est pas l'objectif de l'intervention militaire occidentale. L'objectif est le changement de régime. Trump ne veut pas de changement de régime. Il dit donc en substance, « J'ai anéanti votre justification pour une guerre contre l'Iran. Elle n'existe plus. Nous n'avons plus aucune raison de faire la guerre à l'Iran. » Et donc, tout s'est arrêté après une attaque de missiles, un bombardement, puis une riposte très symbolique, très polie de l'Iran, ce qui a rendu évident qu'il s'était parlé, qu'il s'était dit, « Écoutez, désolé, nous devons faire cela. Cela va se produire dans 48 heures. Alors merci de déplacer tout ce qui a de la valeur. Nous allons larguer quelques bombes. Nous allons déclarer la victoire. Nous comprenons que vous devez riposter, mais prévenez-nous s'il vous plaît, afin que nous puissions nous assurer qu'il n'y ait aucune victime. » L'Iran a le pouvoir de détruire les 22 bases militaires américaines au Moyen-Orient et de couler leurs porte-avions. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont détruit une station radar au Qatar, ce qui était une frappe très précise et très efficace, mais avec une annonce préalable afin que toutes les troupes puissent être évacuées et qu'il n'y ait aucune victime. Maintenant, passons à l'Ukraine et au prochain sommet en Alaska. Il est évident depuis 2016 que Trump souhaite améliorer les relations américaines avec la Russie. Et c'est l'une de ces lignes de fracture. Soit vous voulez coopérer avec les Russes, soit vous voulez détruire la Russie. Car les empires, le système colonialiste de gouvernance ne peuvent pas tolérer un rival. Ils sont donc, depuis plus de 200 ans, complètement obsédés par la destruction de la Russie. Que fait Trump? Il parle aux Russes. Il les rencontre. Il a eu, je crois, au moins 7 conversations téléphoniques avec Vladimir Poutine depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Comparez cela à 0 contact diplomatique entre l'administration Biden et les Russes. Désolé, depuis 2022. Ils ont eu des relations diplomatiques en 2021, mais aucune depuis le début de la guerre en Ukraine. Ainsi, Trump, par la conduite de sa politique, la conduite réelle, l'effet concret de ses mesures, montre que dans cette division entre 2 systèmes de gouvernance, il a changé de cap, s'éloignant de cet empire globaliste, de ce système de gouvernance colonialiste. Et si vous écoutez la rhétorique, si vous écoutez ses déclarations à la presse, les déclarations publiques, tout cela semble très confus. Mais je pense que cela fait partie de la guerre psychologique. Et il y a des raisons à ces opérations psychologiques, vous savez, parce que toute la période d'après-guerre et pratiquement tout le XXe siècle, les États-Unis ont été alliés avec le Royaume-Uni et avec les alliés européens. Et cela s'est ancré dans l'esprit non seulement des décideurs politiques américains, mais aussi du public. C'est devenu un fait culturel. Donc vous n'allez pas simplement, depuis plus de 20 ans maintenant, pratiquement depuis 2003, depuis 22 ans, la Russie et Vladimir Poutine ont été diabolisés aux États-Unis et généralement en Occident, sans interruption, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucune nuance. Vladimir Poutine est le mal incarné. C'est un voyou meurtrier, un autocrate, un dictateur. Il tue des journalistes, encore et encore, et il va envahir l'Europe, blablabla.
Donc vous savez, Trump ne peut pas sortir et dire « Hey, je vais simplement abandonner tous nos alliés européens, toutes ces personnes formidables en Occident, et je vais me lier d'amitié avec ce dictateur maléfique. » Vous voyez, ça ne marche pas vraiment. Il ne peut pas faire ça exactement de la même manière. Donc il faut des opérations psychologiques, de la diversion, de la tromperie. Regardez, il n'y a pas si longtemps, 3 ou 4 semaines, il disait à quel point il était terriblement déçu par Vladimir Poutine. Mais maintenant, il a invité Vladimir Poutine en Alaska pour une rencontre. Et qu'est-ce que cela vous dit? Eh bien, cela devrait vous indiquer que leur équipe, et c'est encore une chose sur laquelle je dois dire que j'ai eu raison, parce que je dis depuis un moment que je pense que les contacts, la coopération et la coordination des politiques entre l'administration Trump et le Kremlin sont bien plus étendus que ce que nous savons. Et puis nous avons appris de Marco Rubio qu'il y a eu une série de réunions secrètes entre les deux parties. Ils ne nous ont pas dit de quoi il s'agissait. Tout ce qu'ils nous disent, c'est « Nous voulons un cessez-le-feu inconditionnel ». Je ne pense pas que ce soit la vérité, car un cessez-le-feu inconditionnel est manifestement inacceptable pour les Russes. Vous savez, cela dure depuis le début de l'administration Trump avec le général Kellogg, n'est-ce pas? Il répète sans cesse « Oh, il faut que les Russes acceptent un cessez-le-feu inconditionnel ». Ce serait comme si vous étiez sur un ring de boxe, que vous mettiez votre adversaire en pièces et que quelqu'un disait « Non, 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 arrêtez, arrêtez, il faut arrêter le combat. On reprendra le combat dans un mois, mais pour l'instant, il faut s'arrêter. » Bien sûr, le camp qui est en train de gagner ne veut pas cela. Il veut finir le combat sur le moment, puisqu'il est déjà en train de l'emporter. Peut-être encore quelques coups, et tout sera terminé. Alors que si vous leur donnez un mois, ils vont récupérer, ils vont s'entraîner, ils vont peut-être repenser leur stratégie et leur positionnement, et donc vous aurez pratiquement abandonné votre victoire durement acquise. C'est tellement évident que je pense qu'il est impossible que des gens de l'administration Trump, s'ils ont un cerveau, s'ils ont même un QI moyen, insistent sur un cessez-le-feu inconditionnel et en fassent une condition pour négocier avec les Russes. Donc évidemment, le fait qu'ils continuent à parler de ce cessez-le-feu inconditionnel est une opération psychologique. Enfin, ce n'est peut-être pas si évident, mais c'est ainsi que je le perçois, car c'est trop stupide autrement. C'est tout simplement d'une stupidité spectaculaire. Je ne peux pas le prendre au pied de la lettre. Donc, j'ai tendance à penser qu'il y a un autre type d'accord qui se prépare en coulisses, en arrière-plan. Le fait qu'ils vont se rencontrer en Alaska est donc très, très significatif. D'après ce que je comprends, l'initiative d'inviter Vladimir Poutine en Alaska vient du camp de Donald Trump, de son administration. La semaine dernière, j'ai rencontré l'un des principaux stratèges militaires de la Croatie, l'amiral Domazet. Il a dirigé l'armée croate pendant notre guerre dans les années 1990. J'étais donc curieux, en tant que militaire, de connaître son avis à ce sujet. La première chose qu'il a dite lorsque le sommet a été annoncé, et il n'avait pas encore précisé le lieu, c'était « Nous allons bientôt découvrir l'endroit, et l'annonce du lieu sera un message très très important pour le monde. » Il est donc très important de savoir où le sommet va se tenir. Ils ont dit l'Alaska, non? On n'avait pas deviné l'Alaska à l'époque. Mais, vous savez, on était assez sûr que ce ne serait pas quelque part en Europe de l'Ouest. Et qu'est-ce que ça vous dit? Cela devrait mettre fin à tous ces récits sur les gens de l'administration Trump qui seraient stupides, qui ne sauraient pas ce qu'ils font, ou qui seraient complètement désorganisés. C'est le chaos. Je ne pense pas que ce soit le cas non plus, parce que le choix de l'Alaska est extrêmement significatif.
non seulement parce que c'est là que les deux continents se rejoignent, mais aussi parce que la Russie et les États-Unis partagent en fait une frontière là-bas. Et l'Alaska appartenait autrefois à la Russie, que les Russes, pour des raisons très stratégiques, ont vendu aux États-Unis. C'est aussi là que depuis 150 ans, des projets ont été proposés et étudiés pour relier physiquement les deux pays en creusant un tunnel sous le détroit de Bering. Cette idée a été proposée par Vladimir Poutine aussi récemment qu'en 2014. Et en 2009 ou 2008, je ne me souviens plus exactement, lorsqu'il était Premier ministre de la Russie, il a approuvé un important projet de développement des infrastructures pour la Russie, dont une partie consistait à amener des chemins de fer jusqu'à la péninsule de Tchoukotka afin de rendre possible la connexion à un futur tunnel qui relierait la Russie aux États-Unis. Et les Russes proposaient de payer les 2/3 du coût du forage de ce tunnel. Une partie de la motivation pour réaliser ce projet n'est pas seulement le développement économique, mais aussi, je pense, pour reprendre les mots du vice-président, non pas William Wallace, mais le vice-président de FDR, Henry Wallace, qui disait que cela serait très important pour consolider l'avenir de la paix dans le monde. Vous savez, relier physiquement les deux superpuissances et renforcer le commerce, la coopération et le développement économique mutuel afin de commencer à cultiver une relation amicale. C'est la seule chose que l'autre camp, n'est-ce pas? Encore une fois, je reviens aux deux systèmes de gouvernance. C'est précisément ce que l'autre camp, le système de gouvernance colonialiste européen, essaie de saboter depuis des décennies. Et si vous vous souvenez du premier mandat de Trump, pratiquement tout a été mis en œuvre pour empêcher Trump d'améliorer les relations entre les États-Unis et la Russie. Donc pour résumer toute cette réponse, ces mesures, ces évolutions, ces discussions sont énormes. Trump qui parle de sa déception envers Vladimir Poutine, qui dit qu'il va mettre fin à la guerre. Tout cela, ce ne sont que des diversions, des éléments de propagande destinés aux publics occidentaux pour donner l'impression que Trump est dur, qu'il impose des solutions et des mesures à Vladimir Poutine, qu'il est le mâle alpha dans cette combinaison. Et cela ne sert que ses propres intérêts politiques. Mais la véritable orientation du développement politique est très positive. Et c'est pourquoi je reste positif, même si je reconnais que Trump se comporte de manière très grossière, qu'il est à la limite de la vulgarité dans la façon dont il parle des autres personnes, des autres pays, et ainsi de suite. Il est très facile de ne pas aimer Trump sur le plan personnel, et ensuite de ne pas lui faire confiance en tant que président des États-Unis et leader du monde occidental. Mais malgré tout, il faut essayer de le situer d'un côté ou de l'autre de la grande ligne de fracture géopolitique. Et donc s'il était dans le camp des mondialistes, dans le camp des colonialistes, ce serait évident, mais c'est pas évident. Ce qui est évident, c'est qu'il s'éloigne de cela, et qu'il essaie de conclure des accords non seulement avec les Russes et les Chinois, il essaie de conclure des accords avec les Iraniens. Et je pense qu'il persistera dans cette voie. Et vous savez, c'est une longue réponse, mais c'est pourquoi je reste encore positif quant à l'orientation politique des États-Unis sous Trump. Scott, penses-tu que le Congrès est d'une certaine manière? Savons-nous quelle est leur position sur l'Ukraine, avec tout ce qui a été dit, compte tenu de la réalité de ce qui se passe en Ukraine? Comprends-tu s'ils vont, je ne sais pas, si Donald Trump décide? Supposons que Donald Trump, après ce cycle de discussion entre les deux parties, les États-Unis et la Russie, décide de faire quelque chose de différent. Est-ce qu'il va obtenir le soutien du Congrès? Non. Le Congrès existe pour obtenir des voix. C'est tout.
Et s'ils font quelque chose qui peut leur apporter des voix, ils le soutiendront. S'ils font quelque chose qui ne leur apporte pas de voix, ils ne le soutiendront pas. Il ne s'agit pas de faire ce qui est juste. C'est uniquement une question de réélection. J'ai écrit un article à ce sujet il y a quelque temps sur mon Substack à propos du rôle de la diaspora ukrainienne dans la formulation des priorités de la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine. J'y détaille le développement, les 4 phases d'immigration qui ont conduit la diaspora à devenir ce qu'elle est, et comment, au début des années 1980, la faction Bandera a pris le contrôle et dicte désormais la ligne. Et ceci s'entend Frank Thornton faciliteront du gouvernement des États-Unis presque aussi efficacement que les Israéliens. Et c'est ainsi qu'on obtient des voix, parce qu'ils se font des alliés. C'est exactement comme l'AIPAC qui s'allie avec les sionistes chrétiens et d'autres groupes. Et puis vous savez, les Ukrainiens vont aussi se faire des alliés. Donc, tu votes pour moi, je vote pour toi. On crée ce pacte d'agression contre tout ce qui s'oppose à ce qu'ils considèrent comme les intérêts ukrainiens, les intérêts israéliens. Et les politiciens américains sont prisonniers de cela. Les Russes n'ont pas l'équivalent. Les Russes arrivent avec des arguments solides et logiques, du genre « évitons une 3e guerre mondiale ». Les Russes ont une grande culture. Mais pour vous montrer à quel point le lobby ukrainien est puissant, ils peuvent amener les gens ils peuvent contraindre les gens à sortir et à jeter volontairement de la vodka russe, valant des millions de dollars. Ils peuvent changer le nom d'un cocktail. Le Moscow Mule devient le Kiev Kick, ou peu importe comment ils veulent l'appeler. Ils peuvent prétendre que le bortsch leur appartient, et ils peuvent fermer des restaurants russes. Ils peuvent faire tout cela. Ils peuvent affirmer que des artistes russes sont des artistes ukrainiens. Ils viennent de le faire avec le célèbre peintre de marine. Ils ont même détruit son buste l'autre jour. Les Russes n'ont pas de base politique. Ils n'ont pas de diaspora russe travaillant avec le Congrès des États-Unis pour créer cette base de pouvoir politique, ce système de pouvoir qui peut faire élire des gens. Donc, étant donné que le Congrès n'allait pas agir pour faire ce qui est juste, parce que la seule chose qui compte au Congrès, c'est de gagner des voix, et qu'en ce moment, les Ukrainiens ont la main sur les mécanismes qui génèrent des votes, ils ont récupéré les organisations patriotiques américaines, les organisations religieuses américaines, si bien que tout le monde a un petit drapeau ukrainien sur son compte de réseau social et pense que Slava Ukraini est une bonne chose à dire. Et dès que vous dites, vous savez, Vladimir Poutine est le dirigeant mondial le plus intelligent et le mieux préparé aujourd'hui, vous êtes juste une marionnette de Poutine. Ils ont leur petite ferme de bottes pour vous attaquer. Donc non, si vous attendez que le Congrès fasse ce qui est juste, vous pouvez attendre éternellement. Cela poserait donc un énorme problème, car s'ils ne le soumettent pas au Congrès, pour le faire signer, tout règlement, tout accord. Je pense que l'Iran a rencontré le même problème. Nous nous souvenons du JCPOA, et cela viendrait à l'esprit des Russes. Qu'est-ce que cela signifie? La signature du président des États-Unis? Que vaut-elle une fois qu'il n'est plus là? Eh bien, c'est pour cela que je ne pense pas que nous allons parler d'un traité entre la Russie et les États-Unis. Ce sera un traité entre la Russie et l'Ukraine. C'est pourquoi les Russes tiennent tant à évincer Zelensky et à installer quelqu'un de constitutionnellement légitime. Mais c'est à l'Ukraine et à la Russie de signer ce traité, pas aux États-Unis ni à l'Europe, car on ne peut pas non plus faire confiance à l'Europe. Tout ce dont les Russes ont besoin, c'est que l'Ukraine déclare « Nous ne rejoindrons jamais l'OTAN » et s'engage à le faire dans un traité contraignant. Ils n'ont pas besoin que l'OTAN dise « Nous n'inviterons jamais l'Ukraine », car cela peut changer. Et la parole d'un président,
si elle n'est pas soutenue par un traité, peut être modifiée. Le président suivant arrive. Vous savez, j'ai promis de ne pas faire cela. Eh bien, je ne suis pas vous, je suis maintenant le président, donc je vais faire X, Y et Z, même si l'ancien président avait dit qu'il ne le ferait pas. Moi, je le ferai parce que je suis le président. Rien ne m'en empêche. Aucune obligation découlant d'un traité contraignant. Et même s'il y en avait, il nous suffirait d'aller devant le Congrès et de dire que nous nous retirons du traité. Donc oui, l'état actuel de la politique intérieure américaine est tel qu'il a créé une paralysie en matière de politique étrangère et de sécurité nationale, parce que nous avons affaire à un président qui ne sera là que pour encore 3 ans. Et tout ce qu'il fait peut être annulé par un simple décret présidentiel. Je veux dire, de la même manière qu'il a annulé les décisions de Trump, il sera lui-même annulé. Et au final, on se retrouve à être ballotté dans tous les sens. Pensez-vous que la façon dont Donald Trump a géré cette situation jusqu'à présent, le Parti républicain ou les personnes proches de Donald Trump et partageant sa vision, auraient la possibilité de gagner à nouveau? Il parle de J.D. Vance. J.D. Vance a tout simplement disparu de la scène. Personne ne sait ce qui se passe. Nous savons qu'il a ses limites. Il n'est pas si puissant dans le cadre de la Constitution des États-Unis. Tout dépend du président des États-Unis pour lui accorder un certain pouvoir. Mais personne ne voit cela venir de la part de Donald Trump. Et comment cela va-t-il influencer les choses? Tout d'abord, je pense qu'une des raisons pour lesquelles J.D. Vance reste discret en ce moment, c'est à cause de la controverse autour d'Epstein. Il ne veut pas, et je ne pense pas que Trump le veuille non plus, que cela rejaillisse sur lui. Donc on tient le vice-président à l'écart de ces affaires, même s'il paraît qu'il y a en ce moment une réunion avec J.D. Vance au sujet de la publication des transcriptions ou des enregistrements de la rencontre la plus récente entre le vice-procureur général fédéral des États-Unis et, vous savez, Ghislaine Maxwell. Donc qui sait? Mais oui, J.D. Vance a toujours eu un combat difficile pour essayer de devenir pertinent sous Donald Trump. Donald Trump est un narcissique. Il est le seul qui compte. Donald Trump ne partage pas le pouvoir. Donald Trump ne délègue pas. Donc, vous savez, Vance aura ici ou là l'occasion de briller. Mais regardez Vance. Il est allé à Munich et a pris la parole à la conférence sur la sécurité de Munich. Et il y a des gens qui disent « Quel discours !» C'est l'un des plus grands discours prononcés à cette conférence depuis que Vladimir Poutine a fait sensation en 2007. Normalement, un président dirait « Mon vice-président est allé là-bas, il a assuré, j'en suis très fier. » Trump, lui, c'est plutôt « Tu n'as pas le droit de briller plus que cette étoile. » Donc on va te ramener ici, on va éteindre ta lumière, tu n'as plus le droit de sortir et de jouer. Et c'est, vous savez, l'un des problèmes de J.D. Vance. C'est un outil, mais le président ne veut pas que l'outil reçoive le moindre crédit. Donc, nous verrons bien. Je veux dire, la seule bonne nouvelle du point de vue de Trump, c'est que les démocrates sont tellement épouvantables que même dans un contexte où ils devraient prospérer, gagner des points, des voix et se faire entendre, ils continuent de perdre en popularité parce qu'ils sont tout simplement aussi mauvais. Ils sont tellement mauvais qu'ils perdent en popularité plus rapidement que Donald Trump, qui est pourtant très mauvais. Je ne sais pas si tu as vu l'interview que les services de renseignement israéliens ont donnée à la télévision russe. Il parlait des liens entre les présidents des États-Unis et Epstein, ainsi que d'une affaire similaire à celle d'Epstein. Scott, c'est incroyable. La façon dont il décrit la situation, d'après ce qu'il a dit, il y a une faction d'extrême droite en Israël qui contrôle tout. Tous ces espions,
Tous ces outils, aux États-Unis et en Israël, sont utilisés contre n'importe qui, aussi bien en Israël qu'aux États-Unis. Ils essaient de manipuler et de contrôler la situation en faveur de leur propre vision, de leur propre rhétorique. Je veux dire, ça fait longtemps que c'est un sujet de spéculation. Le problème avec Ben Menashe, c'est qu'il n'a aucune expérience directe dans ce domaine. Il n'est pas plus qualifié que vous ou moi sur ce sujet. Il rapporte ce qu'il pense être en train de se passer. Il n'a pas mené cette opération. Il ne l'a pas dirigée. Il ne sait pas s'il existe un produit issu de ces opérations. Ce que j'aimerais vraiment que Ben Menashe dise, c'est... Donc j'étais là, dans la curie, à notre réunion, et j'ai dit, alors, comment avance l'opération Epstein? Qui avons-nous eu ce jour-là? Ce George W. Bush nous cause des problèmes sur les colonies. Est-ce que quelqu'un l'a poussé à tripoter une fille de 14 ans? On a ça sur bande? Bien. Passez le coup de fil. Il ne peut pas dire ça. Donc, je ne sais pas quoi faire de son affirmation. Je ne sais pas quoi faire des affirmations de qui que ce soit à ce sujet. Tant que je n'ai pas quelqu'un qui me dit « Oui, j'étais dans la pièce » quand on a militarisé, opérationnalisé le matériel d'Epstein. J'étais dans la pièce quand, vous savez, l'opération Pawnbreaker a été discutée, et Pawnbreaker était l'opération Epstein. Et vous savez, Epstein avait pour nom de code, vous savez, le code rose, et tout le reste. Je sais qu'il y a des opérations dont je peux parler, où je peux dire, oui, j'étais là à telle date, voici les personnes présentes, voici le nom de l'opération, voici les surnoms des agents impliqués, et tout ce genre de choses. Et quand j'en parle, personne ne peut me contredire, parce que j'y étais. Je sais de quoi je parle. Mais si je n'y étais pas et que je me fie à d'autres pour en parler, alors cela devient simplement des spéculations, du genre « Eh bien, c'est quand même étrange que les Américains semblent toujours agir dans l'intérêt d'Israël, donc il est logique qu'Epstein les contrôle. » C'est ça le problème avec toute cette histoire autour d'Epstein. Il y a tellement de spéculations qui circulent. Certaines tiennent la route. Mais vous savez, je ne peux pas me fier à ce que disent les gens s'ils n'étaient pas dans la pièce, lors du briefing où les faits incontestés ont été exposés. Au fond de moi, je crois que l'opération d'Epstein était une opération du Mossad israélien. Je crois qu'ils utilisaient les perversions de riches Américains pour les corrompre, les coopter, puis les diriger. Je le crois. Mais je ne peux pas dire que c'est un fait. Je ne peux pas dire que c'est réel. Je ne peux pas dire que je sais que c'est vrai, parce que je ne le sais pas.